Au cœur de l'Arctique russe européen vivent les Nénètes, des nomades issus de l'âge du renne ayant conservé leurs traditions ancestrales en dépit de la marche du temps et des bouleversements politiques. Les Nénètes vivent sur un vaste territoire s'étendant de la péninsule de Kanin à l'ouest jusqu'à l'embouchure de l'Ienisseï à l'est. Parmi les 35 000 individus, seuls 7 000 pratiquent encore l'élevage du renne. Sept mois après mon départ du Cap Nord en Norvège, j'ai atteint le campement, poursuivant mon long voyage à travers l'Arctique. Une bonne piste m'a guidé sur une cinquantaine de kilomètres, puis comme on me l'avait prédit au village, j'ai facilement repéré la fumée des tentes dans le lointain. On m'a alors accueilli avec un mélange de timidité et de réserve. Nadia m'a présenté sa petite fille, Dasha, et son époux, Alyosha. Ce fut le prélude d'une belle amitié. Dans l'intimité de la tente, Gilles découvre deux êtres empreints de dignité en dépit de conditions de vie précaires. Qui se soucie aujourd'hui dans la Russie au libéralisme sauvage d'une poignée de nomades perpétuant un style de vie qui n'a rien de productif? Nadia est inquiète pour l'avenir de son peuple. Alyosha, lui, estime que tant qu'il y aura des rennes, il y aura des Nénètes pour les garder. Les deux nouveaux amis partent à la recherche du petit troupeau constitué de mâles castrés. Environ 500 bêtes rassemblées chaque matin pour être attelées au traîneau à tour de rôle. Alyosha parvient à retrouver la harde malgré le manque de luminosité de ce mois de décembre. Le soleil ne se lève plus, mais une faible clarté est encore perceptible entre 11h et 14h. Le reste du temps, c'est la longue nuit polaire. Les rennes regroupés sont conduits jusqu'au campement installé à proximité d'une forêt, minuscule îlot de végétation perdu dans la toundra de la péninsule de Kanin. 5 familles composent la communauté de la brigade numéro 5. Un total de 20 éleveurs, une quinzaine de chiens et 2000 rennes. Durant l'époque soviétique, les éleveurs étaient regroupés en brigades dépendant d'un kolkhoze. Ces structures collectivistes se sont effondrées les unes après les autres, mais le terme de brigade est resté. Les rennes, bien qu'élevées par l'homme, ne sont pas pour autant domestiquées, et il faut toute l'adresse d'Alyosha pour capturer les fugueurs. Même si quelques jurons fusent de temps en temps, le travail de rassemblement des bêtes s'effectue avec calme et coordination. Un corral rudimentaire est improvisé à l'aide des traîneaux disposés en cercle et reliés entre eux par des cordes ou des filets tendus par les femmes. C'est un moment privilégié pour ces dames, confinées à longueur de journée dans la tente où les retiennent les tâches ménagères. Comment ne pas s'émerveiller de l'harmonie qui règne entre les Nénètes et leurs reines? Comment ne pas être fasciné par l'adaptation de l'homme à une nature si austère? Une fois tous les rennes emprisonnés dans l'enclos, les hommes choisissent les bêtes destinées au travail du jour. L'escale prolongée de Gilles dans le campement est conditionnée par son désir de s'initier à la conduite d'un attelage. Il envisage en effet d'acquérir 2 rennes pour poursuivre son voyage vers l'Est. Il lui faut donc être attentif à chaque geste,
à chaque pièce d'équipement façonnée par l'expérience millénaire du nomadisme pastoral. Enfin, les bergers se réunissent au centre du corral pour établir l'emploi du temps de la journée sous la direction du chef de brigade. Les visages possèdent des traits européens marqués, prouvant l'appartenance des nénètes à la race ouralienne. Les bêtes ayant échappé au choix du jour sont relâchées. Elles s'en vont paître dans la toundra non loin du campement pour se gaver de lichen, se saouler de liberté. Nadia vit depuis 8 années en toundra. De père russe et de mère nénètse, elle a dû tout apprendre pour suivre son époux. Nadia avoue à Gilles qu'elle n'en peut plus du froid, de la pénombre, des déplacements, du manque de soins des enfants. Son existence n'a vraiment rien de très romantique. Seulement, au village, il n'y a pas de travail. Alors chaque année, on reprend la marche vers le nord en se disant que c'est la dernière fois. Malgré son amertume, Nadia garde le sourire, mais elle affirme que plus aucune femme ne veut désormais vivre en toundra. Il a été décidé de déplacer le campement. Les hommes doivent se rendre auparavant au grand troupeau pour capturer de nouvelles bêtes pour les traîneaux. Gilles compte en profiter pour choisir les 2 rennes qui l'accompagneront dans son périple. Mais son projet fait des sceptiques dans la communauté des éleveurs. Les nénètes se considèrent que les bêtes ne résisteront pas au halage prolongé. Eux-mêmes les échangent chaque jour au traîneau pour qu'elles puissent s'alimenter librement dans la toundra. Les pasteurs ont déroulé leur lasso de cuir tressé à 4 brins. Les rennes, pressentant le danger, s'affolent, se dispersent. Mais les chiens sont déjà au travail pour dissuader les fuyards. Les bergers entrent dans la mêlée pour chercher les bêtes, et seulement celles qu'ils ont décidé de capturer. Difficile d'admettre qu'ils puissent reconnaître chacun de leurs animaux. Pourtant, lorsque le lasso d'Alyosha accroche par mégarde les bois d'un renne non sélectionné, il ne tarde pas à le relâcher. Chacun des bergers a capturé les rennes qu'il souhaitait. Alyosha a choisi pour Gilles 2 bêtes robustes, bien qu'un peu récalcitrantes à son goût. Les nénètes s'apprêtent à lever le camp. Chaque famille s'affaire à démonter sa hutte et à ranger le matériel sur les 11 à 15 traîneaux nécessaires à chaque maisonnée. Chaque mur s'articule en 2 panneaux de bois qui se déploient selon une charnière transversale. Le toit est fait d'une double bâche, tandis que le plancher est constitué de lattes. La routine est bien établie. Chaque traîneau est désigné par un terme différent. Ainsi est-il aisé d'organiser le paquetage selon un ordre immuable depuis la nuit des temps. La charge de chacun d'eux est limitée à 200 kilos. Une collation de foie gelé est servie en plein air peu avant le départ. La viande crue apporte les vitamines nécessaires qui font défaut dans un régime exempt de fruits et de légumes. La ribambelle de chien n'est pas oubliée. Une bonne soupe leur est également offerte.
Le premier train s'ébranle. C'est celui du chef de brigade. Le convoi s'organise selon une logique qui se réfère à des critères familiaux et hiérarchiques. Chaque traîneau est guidé par un couple de rennes dont le meneur a la bride reliée au traîneau qui le précède. Ainsi, un seul individu peut conduire le train tout entier, constitué en général de 4 à 7 traîneaux. La caravane évolue dans un paysage gris et morne. Mais il y a la vie. Il y a les rennes. Magnifique vie de bohème. Belle, mais intransigeante. Pourtant, l'heure est venue pour moi de quitter mes amis nénètes pour reprendre ma route vers le détroit de Bering. Mon rêve de mener un attelage de rennes à travers la toundra sibérienne est en passe de se réaliser. Alyosha, Nadia, Dasha, je ne vous oublierai pas. Je suis plus tout seul sur le parcours. J'ai avec moi 2 rennes. Il faut les motiver, ces rennes, hein. Ils ont l'air tout calmes, tout gentils. Mais lorsqu'il s'agit de tirer un traîneau, c'est une autre affaire. Je me suis pris quelques coups de bois et des coups de sabot. Donc je marche devant, je les guide. Et là, lorsqu'ils ne veulent plus avancer, c'est moi qui dois les tirer. Donc je crains qu'ils s'enfuient, ça peut arriver, hein. Et s'ils partent avec le traîneau, c'est plutôt gênant. Les jours passent. La progression est de plus en plus lente entre rivières gelées et forêts enneigées. Le doute commence à s'installer. Il m'a fallu faire la trace dans une neige très profonde. Les rennes en avaient jusqu'au garrot. Ça a été vraiment très pénible, avec des passages de rivières abruptes où un renne a failli s'étrangler. Enfin, vraiment, ça a été l'aventure pour arriver jusqu'ici, dans cette isba. Dans le confort de la cabane, Gilles récupère des épreuves de la piste. Mais le retard s'accumule. Les vivres s'épuisent. La faim guette l'aventurier. Les rennes sont affamés. Du fait de la couche de neige, ils peuvent difficilement atteindre le couvert végétal. Il y a assez peu de lichen dans la région également. Et toute la journée, on marche, donc ils sont assez fatigués. Les conditions atmosphériques empirent, obligeant la caravane à stopper sa progression. Une catastrophe. J'ai dû m'arrêter hier coincé par la tempête. La température est brusquement passée de moins 25 degrés à 0 degré et il s'est mis à pleuvoir, des cordes. Tout est recouvert de glace aujourd'hui. En plus, j'arrive à court de vivre quasiment. Il y a un renne qui est épuisé, il ne pouvait plus tirer le traîneau. Je vais essayer de trouver du gibier. Vraiment, si je pouvais tuer un élan, ça me ferait du bien, de la viande à moi et à mon chien Vostok. On commence à être affamé. Gilles n'a désormais plus qu'une issue. Tirer, pour abréger les souffrances de ses bêtes, mais aussi pour survivre. La loi de l'Arctique est implacable.
Face à ce genre de situation, l'homme retrouve un instinct animal dépouillé de tout sentimentalisme. Les rennes sont tombés l'un après l'autre, épuisés. J'ai survécu en me nourrissant de leur viande. J'ai pu trouver refuge dans une petite cabane pendant une dizaine de jours où j'ai tenté de me refaire une santé. C'est avec Sokol, magnifique laïka rencontré sur sa route, que Gilles satisfait dorénavant sa soif d'exploration. La marche avec les rennes n'a pas été une réussite, mais l'expérience a été formatrice. Elle a confirmé que l'Arctique ne laisse place à aucune erreur. Non loin du village de Varandei, les deux compagnons croisent un nénètse du nom de Taras qui s'en va inspecter sa ligne de trappe. Les pièges sont posés sur la banquise chaotique de la mer de Barents. Un renard polaire sera la seule prise du jour. Sa fourrure fournit une source de revenus non négligeable. Taras recouvre soigneusement de neige les mâchoires métalliques afin de ne laisser visible qu'un leurre de graisse de phoque. Alexei est avec Taras l'un des 17 nénètses à s'être enracinés au village. Ces derniers ont refusé de quitter leur logis délabré pour s'enfermer dans les appartements offerts à la ville de Naryan-Mar par la compagnie pétrolière voisine. Le quartier général de la base pétrolière ne manque d'aucune facilité. Il est ravitaillé régulièrement par d'énormes camions qui empruntent une route hivernale sur près de 500 km. À 5 km de là, Varandei n'est pas à proprement parler un village. Pas d'administration, pas d'école, pas d'électricité. Les nénètses ne sont même pas autorisés à s'approvisionner à la base. En comparaison, la vie sur le campement des éleveurs de rennes de la brigade numéro 5 paraît être un privilège. Taras habite avec sa mère dans une vieille isba. Il est pêcheur, chasseur, trappeur, mais aussi sculpteur, peintre et dessinateur à ses heures. Да, это моржа. Разрезал его на кусочки. Вот. И сделал вот это. Это цельный клык такой был. Ну, шкатулка тоже, дерево тоже сидел, делал. Когда пурга была, пургу шли, вот я и делал, кусок отрезал. Выпей, выпей, выпей. Ну кто? Ну? Taras a décidé d'accompagner Gilles dans son voyage. Jusqu'où et pour combien de temps, l'avenir le dira. Cette idée d'échange entre deux hommes issus de cultures aussi différentes peut paraître enthousiasmante. Mais sauront-ils partager la même passion ? À Varandei, Gilles a recruté Pouchok et Bars qui, aux côtés de Sokol, vont s'initier à la noble tâche de chien d'attelage. Sans aucun remords, Taras a quitté son hameau désolé pour partager l'aventure Arctica avec son propre traîneau. Les deux équipages vont devoir traverser la région que l'on nomme Grande Toundra pour atteindre l'Asie.
Les deux attelages s'en vont plein est à vive allure. Gilles donne le cap à Taras qui le suit 1 kilomètre en arrière. Leur route sera longue. Aussi chacun des hommes évite-t-il de fatiguer inutilement les chiens en courant près des traîneaux. Leur bivouac est installé sur la banquise. Un phoque gelé qui pointe son museau vers le ciel n'est autre que le garde-manger de l'équipe. Taras est heureux de sa liberté. C'est un peu comme s'il suivait les traces de son père, grand conducteur de traîneaux durant l'époque soviétique. Le vieil homme disparut un jour avec ses chiens dans les glaces traîtresses de la mer de Barents. Dans le vide de la grande toundra, il n'est pas rare de retrouver la trace de l'homme. Gilles et Taras ont croisé 2 bergers nénets s'apprêtant à reconduire leur troupeau au campement. Les nénets, ou samoyèdes, comme on les désignait autrefois, seraient originaires de Sibérie méridionale. Ils seraient remontés vers le nord au 1er siècle de notre ère, chassés par des ethnies d'origine turque. Dès 1929, la jeune Union soviétique instaure la collectivisation. Les nénets refusent de s'y plier, mais l'implacable rouleau compresseur est en marche. Après la chute de l'URSS et les bouleversements qui ont suivi, les nénets ont tenté de se réorganiser pour échapper au marasme économique. De cette longue tempête, ils ont sauvé des biens inestimables à leurs yeux. Les rennes, la toundra et surtout leur liberté. La tchoum est la tente des nénets. Son architecture est celle du tipi amérindien. Pas moins de 100 peaux de renne recouvrent cette structure au double toit. Même Taras est impressionné par le savoir-faire traditionnel de son peuple. L'élégance a aussi cours chez les peuples de la toundra. Aussi, chaque fois que cela est possible, on joint l'utile à l'esthétique. Chez les nénets, le renne assure à la fois le déplacement, la nourriture, l'habillement et le logement. Les femelles ayant mis bas vivent autour des tentes avec leurs faons. Les enfants trouvent en eux de très dociles compagnons de jeu. Il émane de la communauté nénets une telle douceur de vivre que l'on pourrait croire à des conditions clémentes d'existence. Mais ce n'est que l'héritage de millénaires d'apprentissage de l'homme à son environnement. Certains bergers estiment pourtant que face aux brutales métamorphoses du monde moderne, la mort guette leur peuple. Taras dessine. Gilles filme, photographie, écrit. Il semble alors que les 2 hommes forment une bonne équipe. La relation qu'entretient Taras avec les éleveurs de rennes est mitigée. Ils gardent envers lui la même distance, mi-respectueuse, mi-dédaigneuse qu'envers Gilles. Taras ne connaît rien de la vie de berger. C'en est presque honteux. Comment le nénets vit-il cette confrontation? Peut-être est-ce la raison pour laquelle Taras a décidé d'abandonner le voyage. L'aventure au quotidien, avec son inconfort, ses difficultés, ses dangers, peut mettre en péril le romantisme de la vie nomade. Une expédition en conditions extrêmes se vit plus à l'intérieur de soi que sur le terrain proprement dit. Merci donc à toi, Taras. Merci d'avoir partagé mon aventure. Mon séjour parmi les nénets m'a permis d'aborder le Nord avec encore plus d'humilité. Il m'a prouvé que ma quête de l'harmonie dans le milieu polaire n'en était qu'à ses débuts, que la voie serait longue vers l'adaptation.